Janvier 2020. En Afrique, comme partout dans le monde, on regarde vers la Chine où sévit un nouveau coronavirus. La maladie Covid-19 se propage à vive allure et fait l'effet d'une déflagration mondiale. Après l'Asie, l'Europe et les États-Unis sont frappés à leur tour. Le monde s'arrête, sidéré. L'heure est grave. L'Afrique à ce moment-là est encore épargnée, mais pour combien de temps? L'Organisation mondiale de la santé met en garde. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de le faire maintenant. Comment le continent peut-il faire face au nouveau virus qui paralyse les pays riches et les puissances mondiales quand il ne dispose ni des infrastructures médicales ni de l'équipement nécessaire? La pandémie tue et c'est une maladie réelle. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens qui ont faim. Mettez-vous à notre place. C'est en Égypte, mi-février, que le virus a fait sa première victime, au Caire, un Chinois selon les autorités. Aussitôt, les inquiétudes et les rumeurs vont bon train dans la capitale égyptienne. Je sais qu'un homme ou une femme qui travaille dans l'entreprise chinoise dans le bâtiment à côté de celui-ci a le coronavirus. Ils lui ont fait un test qui était positif. Alors, ils ont fermé le bâtiment en entier et ils l'ont désinfecté entièrement. Et depuis, personne n'entre ou ne sort. L'entreprise est fermée. Je n'irai pas à l'intérieur de ce magasin, parce que j'ai peur, bien sûr. La peur se reporte sans tarder sur les restaurants asiatiques. Dans le quartier du Mahdi, ils sont vides, ou presque. Ce restaurateur a fait les comptes. Avant, on pouvait gagner 3 000 ou 4 000 euros en une journée. Maintenant, on fait 1 000 euros. Parfois seulement 500 et parfois rien. Un client ce jour-là, un habitué de la maison, un Irlandais. La méfiance est telle, raconte-t-il, que certains restaurateurs refusent les Chinois et n'ont pas peur de l'afficher. Wang Zhongzhan a pu prendre toute la mesure de la psychose naissante. Directeur d'une mine d'or, il est devenu pestiféré en quelques jours. Son interprète raconte la suite. Quand on sort tous les deux, tout le monde a peur de nous. Aujourd'hui, on est allé faire des démarches administratives. Les gens demandaient qu'ils mettent un masque. Ils avaient peur. Je lui ai dit, partons. Ils ne comprennent pas. Fin février, les lignes aériennes sont coupées entre l'Égypte et la Chine. C'est vendredi à Alger, jour de manifestation contre le système depuis près d'1 an. Jamel Eddine, médecin de son état, se prépare. Quelques mails avant de partir pour rassurer les internautes. Ici aussi, l'inquiétude monte sur le coronavirus. Ce qu'il faut, c'est quand même prendre certaines précautions, à savoir éviter le confinement, d'être sans arrêt les uns contre les autres. Dans la rue, le docteur Eddine, bien connu, est encore sollicité. On sait très bien que le coronavirus, à partir de 22 degrés, son activité tend à diminuer et à partir de 30 degrés, elle est pratiquement nulle. Seulement, nous devons être vigilants. À vrai dire, les scientifiques n'en savent alors rien. Les autorités, de leur côté, ont interdit les rassemblements et annoncé plusieurs mesures de confinement. Le coronavirus, prétexte idéal pour couper court au Irak, la contestation dans la rue. Pour ces Algériens, cela ne fait pas l'ombre d'un doute.
Cette histoire de coronavirus, ce n'est qu'une ruse pour casser le Irak. Dieu merci, nous n'avons pas le coronavirus et on ne le craint pas. Le système Corona, pour nous, il n'est pas dangereux. Autant que le système. Le système est plus dangereux que le virus Corona. Centre des maladies infectieuses à Dakar, au Sénégal. 3 nouveaux patients sont arrivés mi-mars. Ici, les malades de la Covid-19 sont surveillés sans relâche. C'est au tour de Sekou Haïdara de se rendre à leur chevet, protégés des pieds à la tête. On doit le faire chaque jour, chaque matin et à chaque fois qu'on entre en contact avec les malades. C'est très important, vu pour notre propre personne et pour la protection des patients aussi. On a plus ou moins démarré un système de tri des patients avec un thermoflash qui permet de voir un peu des cas qui sont fébriles et pour lesquels il faut un interrogatoire assez orienté dans la recherche de cas éventuellement suspects. Un Français de 33 ans vient de guérir ici. Mais la guerre ne fait que commencer, insiste le professeur Moussa Seydi. Quand on est devant une épidémie, il faut se dire que toutes les surprises sont possibles. Ne pas se préparer, relâcher la pression, ce serait une erreur mortelle. Je ne dis même pas gravissime, mais mortelle. Le même jour, le 11 mars, le patron de l'OMS, qui tient le monde entier en haleine sur l'évolution de l'épidémie, finit par lâcher le mot tant redouté, pandémie. Ces 2 dernières semaines, le nombre de cas de Covid-19 en dehors de la Chine a été multiplié par 13 et le nombre de pays affectés a triplé. Nous estimons donc que la Covid-19 peut être caractérisée comme une pandémie. C'est le déclencheur que beaucoup attendaient. À Dakar, retraités, touristes et binationaux n'ont plus qu'une idée en tête, quitter l'Afrique. Embarqués à bord du dernier vol prévu avant 1 mois, au mieux. Il affiche complet, ceux des concurrents aussi. J'ai la peur, le stress de ne pas pouvoir rentrer. Et je ne peux pas rester là bloqué. 1 mois sans vol vers 7 destinations, ce voyagiste commence à se demander comment il va bien pouvoir tenir. Ceux qui étaient réservés pour partir plus tard veulent partir maintenant. Et finalement, il n'y a pas assez de vols pour tout le monde. Tout ce que nous avions comme revenu doit être rendu aux clients. Donc nous espérons que notre État peut-être fera un geste pour nous exonérer de taxes, parce que là, on va subir beaucoup de pertes. À Marrakech, au Maroc, l'impatience est montée d'un cran du côté des touristes français. La colère se fait sentir. Le président français est interpellé en personne. On n'a eu aucune consigne et en fait on ne peut plus partir. On est otage du Maroc. Emmanuel Macron prend acte du blocage et somme le Maroc de faire le nécessaire au plus vite par un tweet qui fait scandale dans le pays. Pour le Tanger-Paris. Pas de vol disponible pour dimanche, non. De Tanger-Nantes qui est à 811,04 € par personne. Donc autant vous dire qu'on reste au Maroc à ce prix-là. Des dizaines de milliers de personnes en déplacement sont bloquées sans savoir jusqu'à quand. Leur sort est suspendu à l'évolution de l'épidémie. Au Cameroun comme ailleurs, on suit sa progression en temps réel sur le site de l'université américaine Johns Hopkins qui fait autorité. Un centre de crise est en place à Yaoundé. Des épidémiologistes répondent aux questions. Est-ce que vous pouvez me décrire tous vos symptômes? En fait, je sais pas comment je vais dire, j'ai la tête qui cogne un peu. Ils nous appellent parce que soit ils se rendent dans une formation sanitaire, on les redirige vers nous. Donc à nous d'essayer de les rassurer, de leur dire quoi faire. Les médecins ont beaucoup appris avec Ebola. La fièvre hémorragique a fait au moins 15 000 morts depuis 2014 en Afrique.
À l'époque, l'OMS avait tardé à reconnaître le danger sanitaire et à agir, malgré les alertes des ONG. Avec la Covid, son avertissement du 18 mars est sans équivoque. Nous devons nous préparer au pire. Dans d'autres pays, nous avons vu comment la contamination par le virus s'accélère après un certain point de basculement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est donc de se préparer au pire et de le faire maintenant. Le même jour, le Cameroun passe à l'action. La pression était devenue trop forte pour les autorités camerounaises après la confirmation d'un 10e cas de patient testé positif au Covid-19. Une réunion de crise s'est tenue au Premier ministère, réunion au terme de laquelle le gouvernement camerounais a décidé de l'adoption d'une dizaine de mesures drastiques qui vont de la fermeture immédiate des frontières aériennes, terrestres. Cette fois, la prise de conscience est réelle. Les frontières se ferment. L'Afrique se barricade à son tour, d'Alger à Pretoria, en passant par Kigali et Tunis. En Tunisie, on est à quelques heures seulement maintenant du confinement général décrété par les autorités. À partir de demain, dimanche, plus personne ne pourra sortir de chez soi, sauf en cas d'extrême nécessité. Alors vous le voyez derrière moi, les Tunisiens sont en train de faire leurs courses. Si les Tunisiens se montrent aussi disciplinés, c'est parce qu'ils connaissent extrêmement bien leur système de santé, très fragile, système de santé qui serait tout simplement incapable de faire face à un afflux important de malades. Pour l'instant, nous en sommes à 60 cas de coronavirus confirmé dans le pays. 2 jours plus tard, au Sénégal, le président annonce la riposte. Ce soir, mes chers compatriotes, l'heure est grave. La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. À compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Les Africains s'organisent en ordre dispersé comme les Européens, alors que les États-Unis de Trump tardent à se confiner et que la Chine se prépare déjà à lever ses restrictions. Se protéger, soi et les autres, c'est le mot d'ordre partout dans le monde. Cela passe avant tout par l'hygiène des mains. De l'eau et du savon suffisent. Macky Sall et Paul Kagame, son homologue rwandais, montrent l'exemple. Se laver les mains est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir la propagation du coronavirus. Ceux qui rentrent chez eux dans l'Est, c'est par là. Au Rwanda, justement, c'est le confinement. Pour ces élèves arrivés à Kigali après la fermeture de leur pensionnat, la vie vient de se figer. Trésor est en terminale. On nous a dit de rentrer chez nous et d'étudier à la maison. Nous ne savons pas quand nous retournerons à l'école pour les examens. Je vais dire à mes parents et à mes amis de faire attention à ce virus. Les élèves sont renvoyés chez eux en bus. Lavage de mains obligatoire. Ceux qui se sont lavés les mains, circulez. Ce père attend son fils de 14 ans. Mon fils est beaucoup plus en sécurité à la maison qu'à l'école. Nous allons respecter scrupuleusement les consignes des autorités. Elles nous demandent d'éviter les visites non nécessaires à notre domicile. Le premier cas au Rwanda a été détecté 2 semaines plus tôt dans ce laboratoire. On est en train de passer à la deuxième phase, d'équiper les laboratoires des provinces. On a 5 provinces au Rwanda. Comme ça, chaque province peut avoir cette capacité de tester le coronavirus. En Côte d'Ivoire, pas de confinement, mais l'état d'urgence et un couvre-feu. Personne ne sort ni ne rentre à Abidjan, la capitale économique, coupée du reste du pays. La rue Princesse, jadis haut lieu de la vie nocturne, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Jean-Louis est inquiet. Vous savez que nous vivons le jour le jour. La majorité de tous ceux que vous voyez sur la rue ici vivent des petits commerces. Hein, les vendeurs que vous voyez, les vendeurs ambulants, les vendeurs de garba, les vendeurs d'attiqué, les vendeurs de soukouya, c'est des petits commerces.
C'est ça que nous vivons ici. Tout est bloqué, on ne peut plus. Les affaires ne tournent plus rond rue Princesse. Lucienne, sa voisine de toujours, fait le même constat. D'ordinaire, les touristes se pressent dans son restaurant, son maquis. Désormais, elle ne cuisine plus que sur commande. Ici, j'ai trop vendu, c'est un poulet par jour. On va se nourrir de quoi? Nous ne sommes pas au village, nous sommes en ville. C'est très difficile. Il y a les factures qui arrivent. Comment survivre? C'est tout l'enjeu pour la rue Princesse. La rue n'est plus ce qu'elle est. Il y avait des jolies filles ici, c'était la rue Princesse, effectivement. Voilà. Maintenant, avec le coronavirus, ça, on enterre la rue. La rue n'existe pratiquement plus d'aujourd'hui. Ça n'arrive qu'aux autres, on ne réalise pas tant que ça ne nous touche pas. Mais même les Occidentaux qui ont la technologie avancée là, c'est en train de les vaniller. On te dit il y a Corona, tu racontes les conneries. Tu souscris, tu fais les publications pour nous égarer. Le virus est coléreux, toi ça te fait golérie. Oh my God, on ne peut pas dire ça. Nous, on ne peut pas dire ça. Corona, on ne peut pas dire ça. Stop au Corona, ça commence par toi et moi. 50 km plus au nord, Azaguié, 10 000 habitants. On ne doit pas saluer quelqu'un. On ne doit pas toucher trop. On doit pas, si on a salué quelqu'un, on a qu'à se laver les mains avec du savon bien partout. Moi, par exemple, même je ne savais pas. Le chef coutumier, le roi Ako Ako, a pris les choses en main comme à son habitude. Ici, c'est le village centre. C'est pourquoi nous avons les appareils modernes pour informer la population. À sa demande, le griot est à l'œuvre depuis son bureau. Horaire de couvre-feu, consignes de prévention et d'alimentation, pas de viande de brousse, il a tout noté. Son message en abé, la langue locale et en français, est relayé par haut-parleur. Le conseil du village a adopté le gel hydroalcoolique et les masques. Mais en pleine pandémie de coronavirus, un problème majeur préoccupe le chef. Vous n'avez pas constaté ce petit robinet qui devait vous permettre de vous laver les mains. Ça veut dire que nous n'avons pas d'eau. Et ça, nous le crions vraiment. Quand ce n'est pas l'eau qui manque, c'est le savon. Le gel virucide devient indispensable. À Khartoum, au Soudan, des étudiants en médecine ont décidé de fabriquer ce gel en quantité. Un coin de bureau transformé en labo, les ingrédients de base, des seaux, un mixeur. Des médecins spécialisés nous ont montré comment faire. On a un système de santé très fragile. On ne peut pas arrêter la pandémie. Alors, on doit mettre l'accent sur la prévention. Bonjour. Chahine, bénévole aussi, assure la distribution. Est-ce qu'on vous a expliqué comment vous devez l'utiliser? Après avoir touché de l'argent, vous devez vous laver les mains. Le niveau d'éducation au Soudan est assez bas. Quand on voit qu'il y a une pandémie dans le monde entier et qu'ici il y a toujours des gens dans la rue qui n'ont aucune idée de ce qu'est cette épidémie, de ses dangers, de comment elle se propage, on se doit de lutter contre ça. En ville, comme à la campagne, c'est la pénurie. Au Maroc, le confinement vient d'entrer en vigueur quelques jours après la France. La pharmacie n'a jamais été aussi fréquentée dans la petite ville de Sidi Yemeni. Un petit coup de gel hydroalcoolique. Salaheddine Baounani est bien embêté. Il a été dévalisé. Ça, c'est tout ce qui vous reste? Plus rien. Pour l'instant, pas de nouvelles, pas de date. Ah non, on n'a rien du tout. On peut pas, on regarde les infos, on demande aux grossistes. Il n'y a pas de visibilité à ce niveau. Tout le monde cherche des masques, à commencer par les soignants qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Bonjour, je vous parle en direct des urgences pédiatriques de l'hôpital d'enfants de Rabat. Donc nous venons de recevoir des lisières de protection. Le Maroc s'est mobilisé. Des ingénieurs ont lancé un appel pour du plexiglas et du carton. La solidarité joue à plein. Des bénévoles assemblent les masques visières.
On a fait des modifications en fonction de ce que nous ont dit les médecins. Le masque est 100% stérilisable avec les produits habituels de stérilisation. Notre objectif ultime, c'est qu'une fois un modèle validé et testé, nous aimerions qu'il passe à la phase industrialisation. C'est aussi l'objectif du gouvernement. Il mobilise l'industrie textile. Le tissu est fourni et des millions de masques sortent des ateliers. Ils sont obligatoires et subventionnés depuis le 7 avril. Le Maroc est en train de faire une très bonne gestion de la crise et le port obligatoire de masques, pour moi, c'est parfait. Les entreprises marocaines ont même pu anticiper. Avant même la décision gouvernementale, nous avions décidé de le rendre obligatoire aussi pour nos employés. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise consomme à peu près 1000 masques par jour. Est-ce qu'il y a un sens pour le mettre ? Ailleurs, la crise des masques est à son summum. Alors que l'Europe et les États-Unis se livrent une guerre sans merci pour tenter de les importer de Chine, le Maroc, lui, est en mesure d'exporter une partie de sa production vers la France et l'Europe. Début février, une cinquantaine d'étudiants et de commerçants algériens, tunisiens, mauritaniens atterrissent à Alger. Leurs gouvernements ont mutualisé les moyens pour les rapatrier de Wuhan, confinés depuis 10 jours. Là-bas, les étudiants sénégalais attendent encore leur tour. Je sais que le pays ne peut pas abandonner ses enfants. Le Sénégal est un pays responsable. Est-ce que vraiment ce n'est pas le Sénégal qui veut fuir pour ça? Mais le président Sall a invoqué un problème de logistique provoquant l'indignation des familles. Le discours du chef de l'État nous a piqué au cœur. Le Sénégal n'a pas les moyens de rapatrier 13 petits-enfants qui sont coincés quelque part dans le monde. Ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Pourtant, sur le plan sanitaire, c'est le choix de la sagesse selon le docteur Michel Yao, expert de la lutte contre Ebola à l'OMS. Rapatrier exige de mettre en place des dispositifs pour éviter la contamination tout au long du trajet, mais aussi à l'arrivée. Le Sénégal n'a pas ses moyens. Pour l'OMS, il est important de dépister, c'est la meilleure méthode pour endiguer l'épidémie. À Douala, au Cameroun, cela se fait en 2 temps. D'abord, l'enquête. 1500 agents sont sur le terrain. Nous sommes là pour la campagne sur le Covid-19. Tu as le mal à la gauche. Non. De voir ces agents, communauté de santé comme ça fait un peu bizarre. Même si tu as la toux, tu as même peur de dire, parce qu'on va te dire peut-être que tu as Covid-19. Quand un cas suspect est repéré, un médecin intervient. Ici, le docteur Landry Mvele. Pas de céphalée, il n'y avait pas de couverture. Le test ne dure que quelques secondes. Les personnes étaient très sceptiques et on avait de la peine à entrer dans les ménages. Mais maintenant, ça commence à s'alléger. Tout le monde entre dans la machine. Tout le monde a envie d'éradiquer l'épidémie. L'OMS envoie un peu plus d'1 million de kits de tests aux pays africains. C'est trop peu à l'échelle du continent. Fin mars, la pandémie a fait sa première victime officielle au Sénégal. Pape Diouf. Ancien journaliste, ancien président de l'Olympique de Marseille, premier président noir d'un club de football en Europe. Les stars du ballon rond saluent l'ancien agent de joueur qui les a lancés. L'équipe lui consacre toute sa une. De son côté à Paris, Nicolas Mendy tente d'honorer les dernières volontés de son père. Décédé de la Covid-19 lors d'un séjour en France, il voulait être inhumé chez lui en Casamance, où la famille attend sa dépouille. C'est difficile de vivre dans un moment. Mettez-vous à notre place. J'ai toutes les décisions comme quoi que le cercueil de mon père peut aller au Sénégal. Mais il s'est trouvé que malheureusement l'État sénégalais, ils ont fait un embargo. J'arrive pas à comprendre pourquoi cette décision en fait. Qu'on puisse faire nos deuils d'une façon digne. Des milliers de familles attendent ainsi les corps de leurs défunts partout dans le monde. Avec la Covid, la pratique religieuse est profondément bouleversée. Les mosquées, qui jouent également un rôle social, ont fermé leurs portes au Maghreb et en Afrique de l'Ouest. Dans leur grande majorité, les imams se sont rangés à la raison dans l'intérêt de la santé des fidèles. J'écoute les autorités.
surtout les autorités du ministère de la Santé. Tout ce qu'ils disent, on l'accepte, nous. L'Église aussi a appelé les croyants à rester chez eux. À Kinshasa, les célébrations de Pâques se sont déroulées dans l'intimité. Naturellement, ça dérange, ça fait très mal. Parce que dans une telle église, nous avons d'habitude pas moins de 2500 chrétiens. Alors actuellement, nous avons prié avec 20 pour respecter les instructions de l'archevêque et aussi du président de la République. Dieu ne restera jamais insensible. Catholiques et protestants ont suivi la messe à la maison. De la pauvreté, de la maladie et qui crie vers lui. À Bamako, Ina Maïga se reconstruit. Elle a survécu à la Covid-19. C'est la patiente zéro au Mali. Moi, je n'ai pas eu de perte d'odorat, mais perte d'appétit, oui, énormément. Je n'arrivais même pas à avaler une bouchée de nourriture, ce qui fait que j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Cette franco-malienne a été diagnostiquée positive le 25 mars, 2 semaines après son retour de France avec son fils. Sur les réseaux sociaux, elle a été accusée d'avoir importé la maladie. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'opportunité de parler. Je serais décédé, je n'aurais pas eu cette opportunité de me défendre. Devoir se justifier quand on a failli mourir. L'hôpital, je l'ai vécu comme une prison. Tu ne vois personne, personne, à part les médecins, les infirmiers. Quand ils rentrent, ils sont tellement surprotégés que tu ne vois que leurs yeux. Tu as l'impression même qu'ils te fuient. Donc, c'était assez traumatisant. Fin avril, la moitié de l'humanité est confinée. Plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Mon nom est Kadjanine et je vous parle de chez moi, où je suis confinée depuis 13 jours maintenant. 3 milliards, plus de 3 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées dans le monde. C'est vertigineux, c'est à peine croyable, mais ça démontre surtout que c'est grave. Je ne peux pas parler de Covid-19 sans penser à Manu Dibango, un artiste de légende, un homme qui est rentré dans l'histoire de son vivant. Manu Dibango était un géant de la musique du XXe siècle et du début du XXIe. Le premier musicien africain en Europe, à Paris et à Bruxelles, la première star africaine aux États-Unis, avec un impact colossal de Soul Makossa sur la culture du moment. Mais j'ai envie de tout, moi. Je mets toujours les compteurs à zéro le matin, tu vois. Qu'est-ce qui va m'arriver? Disons que j'essaie de me rendre disponible. Salut Manu. En juin 2020, l'Afrique, comme le reste du monde, est suspendue à la recherche d'un vaccin, seul à même d'arrêter le virus. Des dizaines d'équipes y travaillent, mais il ne faut pas l'attendre avant fin 2021, au mieux, selon les experts. Aucun médicament n'existe pour traiter la Covid-19. Mais une molécule suscite un fiévreux débat, la chloroquine et son dérivé chimique, l'hydroxychloroquine. Personne n'en parle en termes plus favorables que le docteur Raoult, ce professeur marseillais né à Dakar qui bénéficie de nombreux relais en Afrique. Le docteur Sorna est l'un de ses collaborateurs. Je peux comprendre que les gens disent que la chloroquine n'est pas efficace contre la Covid-19. Ça peut être ça, je peux le comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on nous dit que la chloroquine tue. Au Mali non plus, on ne comprend pas la controverse qui agite la France sur l'efficacité et les risques de la chloroquine. Le médicament antipaludique est prescrit depuis des décennies sur le continent. Est-ce que, en arrêtant la chloroquine, ou bien en arrêtant l'azithromycine et l'association azithromycine-chloroquine, est-ce que nous avons
suffisamment d'autres moyens de contrecarrer cette maladie. Et c'est extrêmement difficile de laisser les gens sans traitement. Algérie, RDC, Madagascar ont également fait le choix de l'hydroxychloroquine. Mi-mai, 3 mois après le début de l'épidémie, les nouvelles sont étonnamment bonnes. Elles déjouent même les pronostics de l'OMS. L'Afrique enregistre officiellement 2500 morts et 70 000 cas, quand les États-Unis approchent le seuil des 100 000 morts et d'1,5 million de cas. Les chiffres sont là. L'impact redouté n'est pour l'instant pas arrivé. Il ne s'agit pas de crier victoire, trop tôt. Mais manifestement, l'Afrique, qui représente environ 17% de la population mondiale, ne regroupe actuellement que 1,2% en gros des malades. Alors comment l'expliquer ? Les médecins prudents émettent des hypothèses. La jeunesse de la population et moins de pathologies associées. L'effet des vaccinations BCG, les conditions environnementales, entre autres. Pourtant, cela ne devrait pas durer, estime le docteur Mukwege. Le 12 mai, le prix Nobel de la paix affirme qu'il ne partage pas cet optimisme sur l'Afrique. La pandémie évolue très très lentement en Afrique, et tant mieux, mais je crois que pour nous, il ne faut pas être triomphaliste. Peut-être que notre courbe est tout simplement décalée, mais une augmentation exponentielle des cas peut arriver à tout moment. Faute de dépistage massif, aucun pays ne dispose de chiffres exacts, ajoute le docteur Mukwege. Le cas du Nigeria retient l'attention. Kano, 12 millions d'habitants dans le nord, l'état le plus peuplé du pays. Une mortalité inhabituelle frappe la population. Mohamed Daboubakar en sait quelque chose, lui qui n'a cessé de creuser pendant des semaines. Nous n'avons jamais connu autant de décès sur une aussi longue période. Les années passées, en particulier l'année dernière, on enterrait entre 11 et 13 corps par jour, 14 au plus. Ça a duré 10 jours. Mais cette fois, les enterrements se sont enchaînés pendant plus d'1 mois. Ce constat, les médias locaux l'ont dressé pour les 68 cimetières de Kano en avril. Parmi les morts, de nombreux notables. Les autorités ont d'abord évoqué le paludisme, l'hypertension, la typhoïde, pour finalement admettre que la majorité des décès étaient bien liés au coronavirus. Comment en est-on arrivé là ? Le confinement décrété par Abuja n'a pas été respecté ici. Kano est devenu un foyer d'infection. Les écoles notamment sont restées ouvertes jusqu'à ce que le ministre de l'Éducation intervienne à la veille de Ramadan. Cette pandémie de Covid-19 est une véritable calamité pour tout le pays. Nous avons décidé de fermer toutes les écoles, privées et publiques, y compris les écoles coraniques. Un gigantesque chassé-croisé d'enfants est alors organisé entre États du nord du Nigeria, malgré l'interdiction de circuler. Des dizaines de milliers de jeunes rentrent chez eux en bus. À l'arrivée, certains sont testés positifs. Le virus aussi a circulé. Mi-juin 2020, le Nigeria figure au 2e rang des pays les plus contaminés du continent, après l'Afrique du Sud. 5 pays concentrent 70% des décès selon l'OMS. Algérie, Égypte, Soudan, Cameroun, Kenya. L'Afrique franchit le cap des 200 000 cas le 10 juin. Le docteur Mukwege a démissionné de ses fonctions officielles de coordonnateur de la riposte anti-Covid au Sud Kivu. Il souligne le manque de moyens alloués par les autorités congolaises et il déplore un déni de réalité dans son pays, la République démocratique du Congo. À Kinshasa, dans le quartier Chine populaire, surnommé ainsi pour la densité de sa population, Auguste Kalanji ne ménage pourtant pas ses efforts pour faire prendre conscience du danger. C'est une maladie qui prend tout le monde. Les pauvres, le riche, elle ne tient pas compte des rangs sociaux.
Donc c'est ce qui justifie notre présence. C'est une population qui nous écoute. La population a écouté. Je leur ai demandé de dire aux autres que la pandémie tue et c'est une maladie réelle. Mais Vicky Machi, qui vient tous les matins vendre ses petits pains et ses brioches, ne se sent toujours pas concernée. Je ne crois pas du tout en cette histoire de coronavirus. Moi, je ne porte pas de masque. Ce sont les gens des communes riches qui ont ramené la maladie. Ici, dans le quartier, ça n'arrivera jamais. Face aux crispations, le gouvernement a renoncé à confiner la capitale congolaise. Seule la Gombe, le quartier des affaires et des ambassades, a été isolée pendant quelques semaines. Sur les marchés, entre couvre-feu et état d'urgence, la vie continue tant bien que mal. Chacun tente d'appâter le client entre étalages de plantes médicinales et racines de toute taille. Ici, on vante les pouvoirs d'une écorce connue de tous au Cameroun, le cinchona, l'arbre dont est tirée la quinine, le médicament historique utilisé pour soigner le palu. On essaie de sensibiliser le monde pour qu'il vienne au moins découvrir ce que nous avons. C'est ça la chloroquine, on appelle ça le cinchona. Un peu plus loin, un comptoir aux allures de pharmacie. Voici le docteur Hobson, docteur en packaging, expert en formule choc. Stop Coronavirus, qui est sous forme de gérule. C'est un produit qui est composé de plantes médicinales et des algues. Les gélules cohabitent avec du café trompe-la-mort et du whisky qui rajeunit. Dr Hobson, bien sûr. Le produit n'est pas encore homologué. Il est actuellement en cours d'essai au ministère de la Recherche scientifique. À l'IMPM en particulier, c'est l'Institut de recherche médicale et de plantes médicinales. Monsieur Corona, qui es-tu? Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Le rapport burkinabé Smarty met en garde lui contre les rumeurs toxiques dans un clip pour l'UNICEF diffusé sur les réseaux sociaux. Il était impératif pour nous d'interpeller les gens sur la dangerosité de ce mal-là. On a un rôle aussi de montrer qu'on est éduqué, on est assez intelligent pour comprendre que cette pandémie est réelle et on est assez fort d'esprit pour adopter qu'on appelle la bonne attitude. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus têtu. À Madagascar, les militaires sont en opération Covid Organics. Du porte-à-porte pour faire connaître le breuvage à base d'Artemisia, une plante dont la Grande Île est le premier producteur mondial. Voici le fameux remède Covid Organics. Il est vendu dans les supermarchés ou dans des boutiques, comme ici, sous forme de décoction, comme dans cette bouteille, ou sous forme de sachet de thé. C'est en fait une tisane qui est faite à base de la plante Artemisia annua à 62%. Le président Rajouel est le plus ardent promoteur du Covid Organics, lancé en grande pompe devant les caméras. Donc aujourd'hui, moi je pense que je suis convaincu, je suis persuadé que en fait l'histoire nous prouvera. Mais aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le Tambaf CVO, mais on verra en fait la suite. L'OMS a exhorté le dirigeant malgache à faire tester le mélange, mettant en garde ceux qui croient à ses vertus curatives. En vain. Le président a lancé sa potion anti-Covid à la conquête de l'Afrique, cadeau à ses frères africains, en espérant que le business suive. Pendant ce temps, des milliers de travailleurs pauvres quittent Antananarive. Il va nous falloir 3 jours pour arriver à Antsirabe. L'exode par tous les moyens possibles, faute de pouvoir gagner sa vie dans la capitale confinée. Si on rentre chez nous, on n'aura pas de loyer à payer. Ici, on paye même l'eau. À la campagne, on peut vivre de nos récoltes. Pour les pauvres qui restent en ville,
le quotidien se complique encore. Depuis quelques jours, la file ne cesse de s'allonger devant le pick-up de Village Pilote, une ONG bien connue des enfants de la rue à Dakar. D'ordinaire, ils vivent de la débrouille, mais à présent, ils n'ont plus rien à manger. Avec la maladie, tout le monde a commencé à se méfier et à prendre des mesures de sécurité. Ils ont arrêté de nous faire l'aumône. Des sandwichs et même du lait. Ça ne se refuse pas par les temps qui courent. La peur de la Covid et le couvre-feu ont eu raison des relais de générosité habituels, restaurants et associations. La situation s'aggrave pour des millions de personnes, en Afrique de l'Est également. Le Kenya a isolé sa capitale. Pas de confinement impossible à tenir ici aussi, mais un couvre-feu. Plus de la moitié de la population vit dans les bidonvilles à Nairobi. Le plus important est celui de Kibera. Ce 14 avril, une distribution alimentaire est annoncée. Les habitants attendent par centaines. C'est la bousculade. La police envoie les gaz lacrymogènes et frappe. Comme vous pouvez le voir, les gens sont battus. Certains sont venus avec leurs enfants. Ils sont blessés. Nous ne recevons pas de nourriture à Kibera. On ne fait rien pour nous protéger du coronavirus. Rien du tout. Deux semaines plus tôt, fin mars, au Cap, en Afrique du Sud, les forces de l'ordre dispersent violemment des habitants descendus dans la rue pour réclamer une aide alimentaire. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des gens qui ont faim. Ils viennent juste chercher à manger. S'il vous plaît, je ne pense pas que le président fasse quelque chose. Nous, on préfère mourir du coronavirus plutôt que mourir de faim. À la précarité alimentaire s'ajoutent des rapports tendus avec les forces de l'ordre. 3000 soldats sont chargés de faire respecter le couvre-feu en Afrique du Sud. Parfois, l'intervention dégénère, les humiliations filmées circulent. Dans les townships en particulier, ces images sont vécues de manière particulièrement douloureuse. Des quartiers quadrillés, des policiers qui hurlent. Pour les habitants, ce sont des souvenirs de l'apartheid qui remontent. Ils avaient l'impression de revenir 25 ans en arrière. À Goma, Georgette Zitunga revient de la ville et de sa banque bredouille. Voilà des jours qu'elle attend un virement de son fils installé en Finlande. Mon fils aussi est en difficulté. Il ne trouve plus les moyens de nous envoyer de l'argent. On vit dans la famine et dans la souffrance. À plusieurs milliers de kilomètres de là, avec sa propre famille, Zedino se sent impuissant lui aussi. Nous sommes confinés depuis le 13 mars. Venir en aide à nos familles en Afrique est un véritable casse-tête. Georgette voit ses provisions fondre jour après jour. Il ne me reste plus qu'un peu de farine et ce poisson salé. Comme elle, des millions d'Africains sont privés d'une aide vitale en provenance de l'étranger. Le montant est considérable. 554 milliards de dollars envoyés par la diaspora en 2019. La Banque mondiale chiffre à 20% la baisse des transferts d'argent en 2020. Avec la pandémie, l'arrêt de l'activité coûte cher aux individus comme aux économies. Le choc est sans précédent en Afrique subsaharienne depuis 25 ans. Le continent n'échappe pas plus à la récession que le reste du monde. Les économies qui dépendent du pétrole et du tourisme ne sont pas épargnées non plus. Anis Souissi désespère de voir revenir les touristes dans son hôtel d'Hammamet en Tunisie, mais il est prêt à tout. C'est une question de survie. On vend la plage, on vend le soleil, on vend la sécurité et maintenant on va vendre l'hygiène, on va vendre le protocole sanitaire, on va faire tout pour rester en vie, c'est tout. Face à l'ampleur du choc économique, comment résister à l'échelle de tout un continent ? Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, appelle à un plan Marshall pour l'Afrique. Le 25 mars,
Macky Sall, son homologue sénégalais, plaide pour l'annulation de la dette publique africaine. Nous avons le devoir de faire en sorte partout dans le monde que les effets du Covid-19 soient atténués, tant au plan économique qu'au plan social. Nous devons avoir le courage d'aller au-delà du rééchelonnement de la dette, aller vers l'annulation de la dette publique et de rééchelonner la dette privée, celle-là, ce qui nous permettra véritablement, dans l'après-Covid-19, d'engager un nouvel ordre mondial. Pour l'heure, la communauté internationale n'est pas d'accord pour annuler la dette africaine. Les créanciers se sont prononcés pour un moratoire d'1 an sur le paiement des intérêts de la dette publique. En mai, l'heure du déconfinement a sonné en Afrique, pays par pays, en ordre dispersé. Au Burkina Faso, le grand marché de Ouagadougou a rouvert dès le 21 avril. La situation économique et sociale n'est plus tenable. Les dirigeants relâchent la pression en dépit du risque sanitaire, note la presse. Le pic des contaminations n'est toujours pas franchi. L'activité a repris, mais pendant 1 mois et demi, cette zone était quasi vide, les taxis n'ayant pas le droit de circuler dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Aujourd'hui, ils peuvent à nouveau travailler. Dieudonné Zongo a attendu quelques jours avant de reprendre le volant à Ouagadougou. Oh, je vois un client. Le taxi là, c'est très important. Au niveau du centre-ville, là, tu veux repartir chez toi. S'il n'y a pas le taxi, sincèrement, là, c'est le calvaire. Même il y a des gens qui préfèrent prendre le vélo, pédaler pour partir au marché. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prendre le taxi, mais ils n'ont pas l'argent pour prendre le taxi. C'est la crise sanitaire là, qui a amené tout ça. Le virus va circuler jusqu'en septembre au moins. Il faut apprendre à vivre avec, préviennent les autorités sénégalaises. L'état d'urgence est assoupli le 11 mai, malgré un nouveau cas détecté la veille à Touba. À Abidjan, le jour de la reprise est arrivé pour Barry dans le quartier de Cocody. Couvre-feu levé, les maquis rouvrent après 2 mois de restrictions. Mais la ville portuaire reste isolée. Les malades y sont concentrés. Si on respecte les mesures barrières, ça ne craint pas. Mais si on ne respecte pas les mesures barrières, ça devient autre chose. La nuit tombée, avec l'alcool et la musique, l'envie de rattraper le temps perdu est plus forte que la pandémie. Il faut jouir au maximum. il faut se gaver de plaisir physique au maximum. À Douala, au Cameroun, il n'y a jamais eu de confinement, mais un couvre-feu. Il est allégé malgré la progression de l'épidémie. La foule est au rendez-vous, ce qui n'est pas du goût de tous. C'est terrible, regardez. C'est le désordre tout azimut. Regardez dans les bars. Regardez dans les bars, les gars s'embrassent, se parlent bouche à bouche, avec des comment on appelle ça, des postillons, qui sortent d'une bouche pour l'autre, ça ne dit rien à personne. Le Cameroun est l'un des pays les plus frappés par le coronavirus. L'OMS appelle à nouveau à des mesures sanitaires fortes qui n'ont parfois jamais été prises. Au Burundi, Dieu est plus fort que le virus. C'est la ligne officielle et elle est contagieuse. Le coronavirus, c'est Dieu seul qui nous en préservera. Il n'y a rien à espérer des hommes. La campagne présidentielle s'est donc déroulée comme si de rien n'était, dans le plus grand mépris des risques encourus. Bujumbura a même expulsé les experts de l'OMS. 2 semaines et demie après le scrutin, le président sortant Pierre Nkurunziza décède. Crise cardiaque officiellement. Coronavirus dans l'esprit des Burundais. Évariste Ndayishimiye, le dauphin désigné, prête serment avec 2 mois d'avance et la bénédiction de l'Église. L'épidémie est son premier défi. Pour tous, l'après a commencé. Une 50aine de Maliens sont de retour à Bamako le 25 mai. Parmi eux, Fatim Maïga. Elle a dû patienter à Dubaï pendant 2 mois après la fermeture des frontières. Elle est en quarantaine pour 14 jours. Okay, bonjour. Bonjour. C'est l'équipe médicale. On est là pour la prise de température. Fatoumata Maïga. Oui. Son séjour à Dubaï lui a coûté très cher. Elle s'est endettée et il lui faut remettre ses affaires en ordre. Je n'ai pas pu respecter mes engagements, donc j'ai perdu de l'argent.
J'avais des commandes, j'ai même la robe de mariée d'une de mes clientes dans ma valise et je ne sais pas si elle va vouloir la récupérer car la date de son mariage est passée. Elle me faisait confiance, mais je ne pouvais pas rentrer. Sa petite entreprise de couture est en péril. Elle espère des mesures de l'État. En fin de journée, le bilan est maigre pour Dieudonné Zongo à Ouagadougou. Une poignée de clients, pas rentable. Il vaut mieux de rentrer à la maison. Donc, je préfère, je suis fatigué, je suis découragé. Je n'ai même pas envie de conduire encore. Les taxis, pour le moment, vraiment, c'est une catastrophe. Je ne peux pas travailler dans ça. Je travaille à perte. Il y a ma femme qui a son restaurant. Donc, je vais aller l'aider à faire le café le matin, servir dans le restaurant en attendant que ça change. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas mon travail, mais je n'ai pas le choix. Juillet 2020. La pandémie s'accélère en Afrique alors qu'elle flambe aux États-Unis et au Brésil. La Chine et l'Europe n'en sont pas sortis. Le 27 juillet, le monde compte plus de 16 millions de cas confirmés et plus de 645 000 décès. Nous nous attendons à ce que le pire soit encore à venir. Les organisations internationales s'inquiètent également de la résurgence des autres maladies infectieuses sur le continent. Les campagnes de vaccination ont été interrompues. Des millions d'enfants risquent d'en pâtir. La désorganisation des circuits logistiques amplifie la crise et pourrait ainsi faire reculer de plusieurs décennies le système de santé de l'Afrique. Une certitude, la pandémie a ébranlé l'ordre existant. Qu'en émergera-t-il? C'est beaucoup moins clair. Nous sommes dans une période du blues des prétentieux, du blues des vaniteux. Donc ça donne quand même une certaine humilité à notre humanité. Et justement, il y a une autre humanité qui va se créer, un autre monde qui va se créer. Ce ne sera pas le monde d'avant, j'espère. Parce que le monde d'avant, c'est quoi ce monde d'avant? C'est le monde de la consommation, c'est le monde du super fric, c'est le monde des banques, c'est le monde du matériel qui a déshumanisé les êtres humains. Et à tel point que nous ne ressemblons plus à ce qu'on devait être. Et je pense que ce confinement permet de relativiser énormément de choses et de nous poser les véritables questions.